Bienvenue à toutes et à tous. Avec mes collègues élus de l'Ordre des architectes, nous vous accueillons avec un grand plaisir à cet événement, mission de conseil aux collectivités, ajouter une nouvelle corde à votre arc. Ce webinaire en direct s'inscrit dans une série de webinaires mensuels ouverts à toutes et à tous, qui traitent les sujets d'actualité pour être au plus près des architectes dans leur agence. Nous vous retrouvons habituellement un mercredi en début de mois de 18h à 19h. Le prochain webinaire se tiendra le mercredi 7 juin et sera l'occasion d'échanger avec les architectes des bâtiments de France. Plus d'informations dans les prochains blocs-net. L'événement d'aujourd'hui valant comme formation complémentaire pour les architectes, un email vous arrivera demain et tiendra lieu d'attestation. Pendant le webinaire de ce soir, vous pouvez poser des questions dans le module de questions-réponses grâce au bouton Q et R situé en bas de votre écran. Nous ferons notre maximum pour apporter des réponses par écrit ou par oral en suivant. Un replay de ce webinaire sera en ligne à la fin de la semaine sur la page d'accueil du site de l'ordre architecte.org, comme à chaque fois. Merci à toute l'équipe qui œuvre à chaque webinaire avec professionnalisme. Ce soir, Damien Legrand et Julie Lamoureux pour le CNOA et Daniel Dumont et son équipe à la régie et la technique. Vous êtes nombreux avec nous ce soir, plus de 600 inscrits. Je suis ravi de vous présenter les intervenants de ce soir avant de vous emmener dans le sujet. Nous avons avec nous, par ordre de prise de parole, Valérie Flicoteau, vice-présidente du Conseil national de l'Ordre, à qui je vais passer la parole juste après, Laurence Maurice, directrice du CAUE 62, Mathilde Debroc, architecte DE-HMONP, donc diplômée d'État habilitée à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, Benoît Gunsley, juriste au CNOA qu'on ne présente plus, qui fait souvent partie de ces webinaires, et Hervé Dubois, président des architectes conseils de l'État. Valérie, je te passe la parole pour nous présenter le sujet de ce soir et nous emmener avec les invités. Merci. Bien, bonsoir à tous, bienvenue. On est heureux que vous soyez si nombreux là. 600 inscrits, c'est extrêmement important. On est ravis aussi que l'ensemble de nos intervenants aient pu se libérer pour être avec nous ce soir en présentiel dans nos locaux. Du coup, l'émission du Conseil, on voit un nouveau marché, une nouvelle corde à l'arc des architectes. En effet, on observe, vous vivez tous sur vos territoires, les petites villes moyennes, les toutes petites villes ont souvent du mal à trouver de l'ingénierie. Ils ont du mal à s'entourer de compétences autour de l'aménagement urbain, de la qualité architecturale, du diagnostic bâtimentaire. Alors que tout le monde cherche à bâtir un cadre de vie de qualité. Nous, on regrette cette situation et on pense que les architectes pourraient plus se positionner sur ce type de marché. On a lancé en 2022 un dispositif qui s'appelle Un maire, un architecte, pour encourager justement les architectes à s'investir sur ces missions, mais aussi pour rendre visible auprès des collectivités territoriales le travail des architectes et pour aller vers les collectivités territoriales. C'est un travail qu'on a beaucoup développé au moment du Salon des maires. Donc ce webinaire est un petit peu une question, une façon d'aborder avec vous ce sujet, de vous renseigner et de vous aider à vous mettre le pied à l'étrier. Un dernier point, c'est qu'il faut que vous sachiez qu'il y a pas mal de formations qui sont aujourd'hui accessibles sur ce sujet et on travaille aussi à étoffer ce panel de formations et vous retrouverez bien sûr tous ces sujets sur notre site internet et toutes les formations disponibles sur notre site internet. Voilà. Et je cède maintenant la parole à Laurence Maurice. Bonjour et merci pour votre invitation. Donc, je suis Laurence Maurice, la directrice du CAUE du Pas-de-Calais. Donc, le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Vous le voyez donc sur l'écran qui doit être partagé, j'imagine. Donc, les CAUE sont présents sur les territoires depuis près de 40 ans, puisqu'ils ont été créés par la loi sur l'architecture en 77. Donc, on a une présence territoriale depuis plus de 40 ans. Et le CAUE donc, exerce une mission de conseil aux collectivités, qui est une des missions essentielles des CAUE. C'est une mission d'intérêt public et qui répond justement à la loi de 77 qui les a créés pour promouvoir la qualité de l'architecture et de son environnement.
Donc, je vais vous parler un peu des spécificités du conseil CAE, conseil aux collectivités. C'est un conseil qui est mené très en amont. On est là vraiment aux prémices des réflexions des élus. C'est un conseil qui apporte un regard transversal et aussi multidisciplinaire. Il y a dans les CAE des architectes, mais également des paysagistes concepteurs, des urbanistes, des écologues parfois, enfin de nombreuses disciplines liées au cadre de vie. Et ces regards croisés aussi font la spécificité des conseils CAE. Ce sont des conseils qui cherchent toujours à mettre les partenaires autour de la table. La loi sur l'architecture dit également que les CAE doivent favoriser le débat public. Donc l'idée, c'est d'aller chercher justement l'ensemble de l'ingénierie, d'aller chercher les partenaires, mais également les usagers pour discuter ensemble autour de la table et partager, favoriser le débat public. C'est également donc un conseil qui permet de prendre de la hauteur. En fait, le conseil CAE, de par la posture de l'architecte ou du professionnel, c'est un conseil qui re-questionne finalement les questions posées par les élus. Étant donné que le conseil est un conseil neutre et très en amont, on peut se permettre d'apporter à l'élu une réponse qui est voilà, vous nous questionnez sur un équipement, peut-être qu'il faudrait revoir le sujet autrement et ne pas avoir cet équipement, mais plutôt imaginer un autre projet. Et donc cette posture-là, elle est vraiment typique des CAE, cette prise de hauteur. L'idée, c'est de vraiment d'aider les élus à prendre un petit peu de recul par rapport à leurs besoins, par rapport aux idées qu'ils ont de leur projet pour définir au mieux les besoins dont qui sont réels pour leur commune et ensuite aller chercher une maîtrise d'œuvre ou une assistance à maîtrise d'ouvrage pour faire le projet. Et puis, c'est un conseil, c'est très important aussi, qui est gratuit. Les CAE sont financés par la taxe d'aménagement, donc le conseil est gratuit. Donc, c'est cette posture donc, liée à la gratuité, donc à son financement, puis aussi liée à la neutralité. Le fait que les architectes, notamment l'ensemble des professionnels qui travaillent en conseil CAE, ne peuvent pas travailler ensuite en maîtrise d'œuvre derrière. Ils ne peuvent pas exercer une mission de maîtrise d'œuvre dans le département dans lequel ils exercent. Donc, ça amène vraiment une posture qui n'est pas une posture économique, finalement, mais un recul proposé aux élus. Et donc, peut-être pour conclure, effectivement, le conseil CAE, donc c'est une offre publique qui vient justement cohabiter sur les territoires, qui peut cohabiter sur les territoires avec une offre privée de conseil en architecture. Merci beaucoup, Laurence Maurice. Mathilde Daubrac, c'est à vous. À toi. Merci de m'avoir invité pour ce webinaire. Je suis architecte dans le Finistère Sud. J'exerce en libéral et j'ai été architecte conseil auprès de 2 communes rurales et littorales pendant 4 et 6 ans. 2 et 6 ans, pardon. Et je vais vous faire un petit retour d'expérience, alors pas exhaustif parce que j'ai appris un peu sur le tas. Mais je vais partager cette mission, comment on l'a abordée, comment se sont faites les relations avec les élus. Peut-être on va... Voilà. Alors, comment on accède à ce type de mission ? Tout d'abord, il faut vraiment donc, intégrer cet écosystème, sortir, rencontrer les confrères, adhérer au CAE, rencontrer les ABF, faire partie en fait de tous les acteurs du territoire, surtout qu'on exerce dans des départements ruraux comme le mien. On est aussi amené donc à rencontrer des confrères, on peut être conseillé par eux et on est rarement amené à exercer ce type de mission par le biais d'appels d'offres. Parce qu'à mon avis, c'est pas forcément très intéressant pour les communes parce que c'est un peu lourd et aussi parce que le montant des marchés ne l'exige pas. Mince. On peut passer. On peut passer. Voilà, donc le rôle de l'architecte conseil. Donc d'abord, les enjeux pour la commune. D'avoir un appui et une expertise d'un professionnel parce que les maires ne sont pas forcément qualifiés pour juger de la qualité d'un projet. Ils ont besoin d'être éclairés.
L'architecte conseil est aussi là pour accompagner l'ensemble des élus, pas que le maire, mais aussi le service urbanisme, parfois les services instructeurs, dans le cas où l'architecte conseil exerce aussi pour la communauté de communes. Et il intervient alors vraiment aussi en amont des projets. Par exemple, quand on dépose des permis de construire, l'architecte conseil peut juger de la qualité du projet, faire des prescriptions pour améliorer le projet, pour des permis d'aménager aussi. Ça peut être intéressant pour la commune que l'architecte conseil soit là vraiment en amont pour orienter les élus sur des règles urbaines qui seront intégrées dans les règlements de permis d'aménager. Et les enjeux pour l'architecte libéral, donc c'est d'être acteur de son territoire, en effet, parce qu'on apprend beaucoup sur le terrain, on comprend comment fonctionnent nos institutions, on améliore notre pratique en rencontrant les élus, les acteurs du territoire. Donc c'est très enrichissant pour l'architecte libéral qui exerce un peu seul. On peut passer là. Alors, comment pratiquer cette mission ? Tout d'abord, il faut vraiment comprendre à qui on a affaire. Est-ce que les maires ont un vrai projet global ? Est-ce qu'on est là juste comme garde-fou ? Pardon, on peut passer là. On va retrouver l'image. Oui, donc il faut se positionner. Donc d'abord vis-à-vis des élus, vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis des services urbanisme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être impartial quand on fait des prescriptions. Il faut le faire de la même manière avec tous les pétitionnaires. Il faut essayer d'établir une sorte de cahier des charges avec des lignes directrices sur les prescriptions qui seront faites aux particuliers. Toujours garder en tête l'intérêt général de la commune. Parce alors quand on fait du conseil aux collectivités dans le cadre de petites communes, on fait du conseil aux particuliers, mais aussi à l'équipe municipale. Et on doit être toujours dans une démarche de pédagogie, parce que les maires n'ont pas forcément le vocabulaire, ils sont pas forcément formés en fait pour instruire des permis, faire du conseil et orienter vers des prescriptions qui amélioreraient la qualité architecturale des projets. Cette mission se pratique principalement par des permanences. Alors elles peuvent prendre plusieurs formes, avec ou sans les élus, avec les pétitionnaires, avec les juristes qui sont au service urbanisme. Moi, en général, je prenais connaissance des dossiers en amont et je mettais toujours tout le monde autour de la table pour avoir un vrai dialogue sur tel ou tel projet, comment il fallait l'améliorer, est-ce qu'il fallait aller dans un sens plutôt qu'un autre, pour avoir un appui donc juridique et réglementaire de la part des services de l'État, mais aussi pour être en cohérence avec la vision politique en fait de la commune. Et donc ça se fait à l'aide d'outils. Il faut pouvoir avoir un accès à un ordinateur tout simplement, au SIG, au cadastre, éventuellement faire des visites sur site. Et moi, lors d'une de ces missions, j'ai une petite fiche conseil que j'intégrais à chaque dossier qui a été étudié, où je rappelais des choses assez simples, mais le nom de la maîtrise d'ouvrage, le numéro du permis, le numéro des parcelles, si on avait fait des prescriptions, si oui, dans quel sens, est-ce qu'il s'agissait juste d'aligner des ouvertures ou de changer la forme d'un pan de toiture, voilà, des choses assez simples mais qui permettaient d'avoir un historique en fait des prescriptions qui étaient faites, parce que les permis, parfois ça s'instruit assez longuement, on en voit beaucoup et il faut toujours
il faut toujours avoir l'histoire en fait de ce qu'on a prescrit. Donc dans ces missions, on est amené à rencontrer donc des pétitionnaires, des constructeurs, mais aussi des confrères, des ABF. Voilà, il faut toujours être dans un dialogue constructif avec tous les acteurs et demander aux pétitionnaires ou aux personnes qui viennent nous rencontrer d'avoir des documents. Parce que souvent dans des petites communes, on n'a pas toujours le matériel. Ça paraît assez simple, mais c'est nécessaire en fait pour bien étudier les projets. Donc les limites de l'exercice, est-ce qu'il faut dessiner? Pas forcément, parce que ça fige un peu les choses. Donc moi j'avais tendance à pas trop le faire. Après il y a le sujet de savoir si on construit sur la commune où on exerce cette mission. Pas forcément non plus. Et donc la mission d'architecte conseil auprès de communes ouvre vers des missions complémentaires. Hop, je vais passer. Non. Vers des missions complémentaires donc, qui peuvent venir donc, enrichir en fait, la pratique de l'architecte conseil, notamment par le biais de guides architecturaux qui peuvent être annexés au PLU, là, comme on l'a fait dans une des communes où j'exerçais cette mission. Mais on peut aussi être intervenant dans des balades architecturales, venir en appui lors des révisions et des modifications de PLU, faire des propositions d'OAP. Ça, c'est très intéressant de le faire en amont pour avoir un regard global en fait, sur les projets de la commune. Et donc être présent au jury de concours, éventuellement, quand il y a des projets conséquents sur la commune en question. Une autre mission, c'est d'être présent dans les communautés de communes, par exemple lors de création des PLUI. Ça, c'est un travail en amont qui peut être vraiment formateur et qui permet d'avoir une vision globale sur le territoire. Voilà, je vais laisser peut-être la main au suivant. Oui, merci Mathilde. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler des nouveaux modèles contractuels que l'Ordre a élaborés dans le cadre de ces missions que peuvent apporter les architectes aux collectivités. Donc on a élaboré une série de modèles, de pièces contractuelles dans le cadre de commandes publiques suite aux actions initiées dans le cadre du dispositif un maire, un architecte. On a alors déjà le Conseil national de l'Ordre des architectes met à disposition de la maîtrise d'ouvrage public des modèles assez classiques, un marché public de maîtrise d'œuvre, un modèle intégral. On met aussi des modèles de règlement de consultation pour des MAPA de maîtrise d'œuvre ou des règlements de concours. Et puis on a voulu, dans le cadre d'un maire, un architecte, enrichir un peu ces outils pratiques pour les donneurs d'ordre public, mais aussi pour les architectes, leurs partenaires, dans le cadre de la discussion avec les collectivités. Dans le cadre d'un maire, un architecte, qu'est-ce que c'est? Alors, peut-être Valérie, veut peut-être préciser ce qu'est un maire, un architecte. Je reviendrai sur les aspects juridiques de la chose par la suite. Alors, au dernier Salon des maires, on s'est fait la réflexion qu'on voulait travailler un peu plus étroitement avec les architectes et aussi à l'écriture du plaidoyer ville, territoire, habitat, l'architecture comme solution. On a beaucoup réfléchi sur cette question d'absence d'ingénierie territoriale auprès des élus locaux. Et est arrivée cette idée qu'en fait, il y avait 30 000 architectes sur le territoire français et 36 000 communes en France. Et donc, on se disait, pour l'idéal, ce serait d'avoir un maire, un architecte. Et on s'est un petit peu pris au mot
Et on a complètement axé le travail qu'on a fait au Salon des maires autour de cette idée d'accompagner, d'être auprès des élus locaux pour les accompagner dans justement l'élaboration de leur stratégie et d'être à côté d'eux pour parler d'architecture, parce que le service public de l'architecture, le CAUE, les archiconseils, Hervé nous en parlera tout à l'heure, sont effectivement présents, mais suffisent certainement pas à remplir l'ensemble de ces missions pour l'ensemble de ces communes, et il y a vraiment de la place pour tout le monde, et on pense, et comme le disait Mathilde, que on gagnerait tous aussi à un petit peu s'écarter de la posture stricto sensu de la maîtrise d'œuvre pour aller dans une posture un peu plus d'accompagnement, de conseil, et peut-être mieux comprendre aussi quelle est les attentes, notamment des élus locaux. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on fait tout ce travail autour de la question du conseil et de un maire, un architecte. Merci Valérie. Et donc parmi d'autres actions, on a élaboré des outils pratiques, juridiques, parce que on est dans un cadre public. Mathilde l'a dit tout à l'heure, j'y reviendrai par la suite. C'est vrai qu'on est sur des montants qui n'appellent peut-être pas forcément à des obligations procédurales telles qu'on peut les connaître en maîtrise d'œuvre, sur des concours, des procédures formalisées. En revanche, il y a un cadre public qui nécessite quand même d'avoir une certaine rigueur dans, on va dire, les aspects contractuels des missions qui vont être confiées aux architectes potentiellement par des communes. Donc on a voulu aussi proposer des outils qui sont à la fois simples, mais qui cochent toutes les cases de la conformité juridique afin que l'ensemble des parties soient vraiment sécurisées quand ils sont amenés à conclure ce type de commande. Donc on a enrichi notre gamme d'outils pour la commande publique avec deux éléments que je vais détailler. Un accord cadre à bon de commande pour des prestations de conseil en architecture, et puis un modèle de marché pour l'élaboration d'un plan guide communal. Donc on est bien, Valérie l'a dit tout à l'heure, on est bien sur des prestations de conseil, de la prestation intellectuelle, qui sont vraiment distinctes de la maîtrise d'œuvre. Alors, d'abord sur les prestations de conseil en architecture, je précise, alors sans rentrer dans le détail, mais c'est vrai que dans les discussions qu'on a eues dans l'élaboration de ces modèles-là, il y a un mot qui fait très peur en commande publique, c'est le mot accord cadre. Alors, un accord cadre, c'est une usine à gaz, c'est compliqué pour des petites structures qui n'ont pas forcément de ressources pour le faire vivre. Bon, finalement, c'est surtout un élément de langage. Aujourd'hui, l'accord cadre est divisé en deux catégories. Un accord cadre à bon de commande, qui est l'ancestral marché à bon de commande qu'on utilise fréquemment en commande publique, et puis l'accord cadre à marché subséquent, qui là est effectivement quelque chose de peut-être un petit peu plus compliqué à conduire et à piloter. Mais là, on a vraiment opté pour un dispositif d'accord cadre à bon de commande. Qu'est-ce qui va apporter cet accord cadre? Qu'est-ce qui va encadrer? Quel service? Eh bien, c'est ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est contractualiser finalement la présence d'un architecte sur un certain nombre de prestations qui vont être définies en amont dans l'accord cadre. On va finalement définir la contractualisation de ces services, de ces vacations, pour tout un tas de conseils qui sont distincts de la maîtrise d'œuvre. Je le répète une nouvelle fois, mais c'est important de le préciser. On a mis quelques exemples. La visite d'un bâtiment communal et déterminer d'éventuelles capacités d'évolution, un avis sur un permis de construire, un avis sur le potentiel architectural d'un bâtiment qu'on pourrait préempter, un avis sur de l'espace public à aménager, la participation à un jury de concours, la participation à un comité de sélection pour choisir des entreprises de travaux quand il n'y avait pas forcément de maîtrise d'œuvre. Voilà, on est sur un ensemble de prestations que va définir le maire, la commune, dans le cahier des charges de l'accord cadre, et qui après feront l'objet d'une commande auprès de l'architecte qui a été retenu. Alors,
dans le format contractuel pour vraiment aller dans cet objectif de simplicité, de réactivité. On a opté pour vraiment un formalisme minimal, très adapté à ce type de commande et à des montants qui ne sont pas sur des enjeux colossaux. On va déterminer à l'avance la nature des vacations qui sont commandables par la commune, avec une durée qu'on a proposée dans ce modèle sur 2 ans, reconductible une fois, et une grille tarifaire qui est contractualisée au moment de la passation de l'accord cadre. Donc, en pratique, le modèle, il est composé très simplement. Il y a un acte d'engagement et un cahier des clauses particulières qui va permettre quand même de sécuriser les relations entre le maire et l'architecte pendant toute la durée de l'accord cadre. Je le redis à chaque fois, j'ai dit plusieurs fois dans ces webinaires, mais vous avez en tant qu'architecte, pour ceux qui nous écoutent, une obligation d'avoir un engagement écrit avant de réaliser des prestations. C'est aussi un support qui permet finalement d'encadrer ces éléments. Et puis l'accord cadre va être déjà très rédigé sur des aspects d'exécution financière, de formalisation de la facturation, des éléments administratifs qui entourent la prestation. Donc ce sont des documents assez simples à remplir pour les aspects contractuels. Et vous avez de l'autre côté, éventuellement, dans le cas où les montants le nécessiteraient, un règlement de consultation et une simulation de commande qui permettent, on va dire, d'assurer des éléments de mise en concurrence. Mathilde l'a dit tout à l'heure, on va être parfois sur des montants estimés qui vont se situer en dessous du seuil de 40 000 euros sur l'ensemble de la durée de l'accord cadre, reconduction comprise si on opte pour les 2 fois 2 ans. Donc à ce moment-là, on peut contractualiser avec un architecte de gré à gré, sans mise en concurrence. Si jamais on pressent que le montant de commande maximum dans cet accord cadre dépasse les 40 000 euros, eh bien à ce compte-là, on va vraisemblablement passer un MAPA, mais c'est vrai, un MAPA, un marché à procédure adaptée. C'est vrai que la plupart du temps, on va être sur des choses qui peuvent se négocier de gré à gré, mais on a un cadre sécurisé pour le faire sur les aspects contractuels. Deuxième modèle qu'on met à disposition auprès des architectes et des collectivités, un modèle de marché pour l'élaboration d'un plan guide communal. Alors, je mets fin peut-être à petite parfois erreur d'interprétation. On n'est pas sur le plan guide d'une ZAC, on est vraiment sur un plan guide communal, un document qui va permettre à la commune, après toute une démarche que je vais vous décrire, de visualiser sur un plan, mais aussi avec des éléments écrits, de visualiser des potentiels d'aménagement à court et moyen terme, avec une idée de déjà inscrire ces éléments d'aménagement dans le temps, de les inscrire aussi budgétairement avec une idée de l'estimation du coût de ces potentiels aménagements. Donc, vraiment, je vous invite, pour celles et ceux qui ne voient pas ce que représente un plan guide communal, c'est vraiment un outil assez intéressant pour les collectivités. Il y a beaucoup d'exemples sur notre site, sur architecte.org, dans le cadre de ce qu'on avait mis en valeur lors du Salon des maires. Vous allez retrouver aussi d'autres exemples publiés par les communes qui se sont lancées dans cette démarche-là. Donc, on a ce plan guide qui pourra, en fonction de l'échelle du territoire, de la commune, soit porté sur l'intégralité de la commune, soit porté sur une partie seulement de la commune, avec des complexités qui sont différentes.
et de fait une réponse qui peut être apportée parfois par un seul prestataire, hein, qui soit architecte, urbaniste, paysagiste, ou parfois par une équipe un peu plus structurée qui va réunir ces trois, on va dire, incontournables de la démarche, architecte, urbaniste, paysagiste, et peut-être des économistes et d'autres spécialistes aussi, en fonction des problématiques de territoire. La mission, elle est décrite dans le modèle. Elle est réalisée en 3 étapes. Une première étape de diagnostic stratégique de territoire. Il y a l'idée quand même d'avoir non pas une simple rétrospective du territoire, mais déjà de le placer dans une vision un peu stratégique, ce diagnostic. Il y a une deuxième étape, et qui est très marquée dans le cahier des charges et le descriptif de la mission, qui porte sur la concertation. C'est vraiment un élément assez fort de ce modèle de marché. Et puis, une fois le diagnostic stratégique élaboré, affiné et la concertation menée, on arrive à une 3e étape de formalisation de ce plan guide communal qui va encore faire l'objet de discussions avec l'ensemble des parties prenantes. Donc voilà, l'esprit de ce modèle de marché, avec en pratique toujours une optique un peu de simplicité dans les aspects contractuels et les composantes du marché, un acte d'engagement, un cahier des clauses particulières qui va reprendre le descriptif de cette mission, et puis un règlement de consultation, un modèle de règlement de consultation dans le cas où la commune va estimer que les prestations nécessaires à la réalisation de ce plan guide nécessitent la passation d'une procédure adaptée. Ça va dépendre en fonction du montant estimé du marché, mais aussi de la complexité du territoire et des exigences contractuelles qu'on va avoir auprès du prestataire. 2 modèles, voilà, dont on est assez franchement content. C'était une belle démarche, puisque on a élaboré ces documents en concertation avec des praticiens de ce type de commande. Il n'y a pas de volonté avec ces modèles-là de créer un monopole, hein. On vient en complément, bien entendu, notamment sur les prestations de conseil, de tout ce qui peut exister par ailleurs. Ce sont des documents qu'on a élaborés aussi en collaboration avec les organisations professionnelles partenaires habituelles du Conseil national de l'ordre des architectes, et puis avec la MIQCP, mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques. Et donc voilà, il y a aussi cette idée de concertation, et on a la volonté que ces documents soient le plus utilisés et diffusés possible. Donc comment accéder à ces modèles-là? Donc soit en téléchargement classique sur architecte.org, soit via notre outil de rédaction en ligne, la Contratech, qui est un outil qui vous permet, sur la base de modèles de contrats qu'on a numérisés, modélisés, de rédiger, on va dire, dynamiquement les cahiers des charges et les pièces du marché. Donc vous allez retrouver l'ensemble de ces documents sur le lien qui est proposé, architecte.org/Contratech. Voilà. Et les services juridiques du Conseil national de l'ordre des architectes et des conseils régionaux peuvent bien entendu vous accompagner à la compréhension, à l'utilisation de ces modèles. Merci beaucoup Benoît. Nous avons plein de questions, mais d'abord je passe la parole à Hervé Dubois et ensuite nous allons tâcher de répondre au maximum de questions de nos spectateurs. Moi je vais revenir sur des questions de description un peu du conseil, un peu dans la suite de ce qu'ont présenté Laurence et Mathilde, avec des points de recoupement, avec aussi le fait que important qu'on cherche à croiser et aussi s'appuyer sur les différents niveaux d'intervention des conseils. En tant qu'architecte conseil de l'État, par exemple, on est effectivement souvent amené en appui des avis soit des CIE, soit des architectes conseils auprès des communes. Alors, les architectes conseils de l'État, ont été créés il y a longtemps, juste après la guerre, par Claudius Petit, dans l'idée d'apporter une expertise architecturale aux politiques publiques, auprès des services de l'État. Donc au départ, c'était un peu strictement auprès des ex-DDE, maintenant des DT.
de plus en plus, on est amené à intervenir auprès d'autres ministères, des DRAC, récemment du Conservatoire du Littoral. Il y a depuis 2 ans, il est question que des architectes conseillers interviennent auprès du ministère de la Défense également. Donc voilà, c'est un peu en train de s'étendre. Les architectes conseils sont recrutés tous les 2 ans à peu près. Ce sont des praticiens reconnus a priori, qui ont 5 ans d'expérience et qui donc doivent être amenés à pouvoir travailler dans des contextes assez différents, puisque justement ces différents ministères amènent à des pratiques, à des questionnements qui sont pas les mêmes. Le principal, ça reste quand même le ministère de la Transition écologique, où on intervient au niveau des départements, mais aussi au niveau des régions. Donc avec là aussi des recherches de cohérence qui sont importantes parce que c'est de même qu'avec les paysagistes conseils, par exemple, parce qu'on est en général en binôme avec un paysagiste conseil, et le fait de mutualiser nos avis apporte plus d'efficacité, plus de poids. Donc je pense que ça, c'est plus on aura d'architectes conseils sur le territoire, je pense que mieux le développement urbain se portera. J'ai parlé un peu du mode de recrutement, donc l'intérêt de ça, souvent les architectes recrutés sont des praticiens et ça permet donc d'ouvrir aussi à un questionnement qui est à une échelle plus large par rapport aux questions urbaines. Donc disons, je pense que ça nous permet d'avoir une vision un peu élargie et toujours tournée autour de l'intérêt public, l'intérêt général. On est dans les services, théoriquement associés, sous les ordres du préfet, même si on ne le voit pas forcément, de façon à avoir une certaine indépendance vis-à-vis des services dans lesquels on intervient. Et pour ce qui est des actions, elles sont évidemment celles d'aider à incarner les politiques publiques, c'est-à-dire qu'on est sur le territoire, en prise directe avec ce qui se passe, et donc on est un relais possible, puisqu'on intervient aussi, il y a aussi des architectes conseils en centrale. Et donc il y a un lien comme ça qui peut être établi entre, grosso modo, les lois et puis leur application. On intervient bien sûr aussi au niveau des documents d'urbanisme. Dans la plupart des cas, on recherche une intervention un peu comme ce qui a été dit à propos des CIE, la plus en amont possible, de façon à ce que les projets puissent bénéficier de ces conseils et qu'ils n'interviennent pas comme des critiques de l'ordre de la sanction, mais au contraire, c'est un apport. Et en fait, de plus en plus, ça fonctionne bien comme ça. On est aussi amené à intervenir sur les concours, à la fois en préparation ou en jury. On fait de la formation, ça c'est aussi un versant assez intéressant auprès des services, d'une part pour présenter des exemples, pour voir il y a des questions par exemple comme la question des éoliennes ou de l'inondabilité ou des choses comme ça qui demandent à être illustrées aussi par des projets architecturaux vertueux. Et enfin, dernier point, de plus en plus, on développe un partenariat avec les écoles d'architecture à travers des workshops, à travers des expériences qui permettent d'illustrer ou de présenter aux différents acteurs des solutions possibles. Et puis en même temps, c'est une façon aussi de sensibiliser les futurs architectes à ces questions, et notamment cette hypothèse, un maire d'architecte, disons, serait une très bonne motivation, je pense, pour les jeunes architectes, pour commencer une pratique qui pourrait avoir aussi un effet vertueux sur le territoire. Voilà. Je pense que ça suffit comme explication. Peut-être ensuite on pourra répondre à des questions qui se poseront sur ces sujets. Et nous en avons plein. Merci beaucoup Hervé Dubois, président des architectes conseils de l'État. Alors on a plein de questions qui sont assez concrètes. Les architectes qui nous écrivent globalement voudraient savoir comment on s'y met, etc. Donc je vais essayer d'organiser les questions un peu chronologiquement, c'est-à-dire comment on commence, puis ensuite les questions sur les contrats, puis ensuite comment ça se passe sur le terrain, si ça vous va. Mais d'abord, on a plusieurs questions sur
le fait qu'il y ait donc ces missions conseil, CAUE, ACE, et puis qu'il y ait les architectes qui arrivent en plus avec des prestations qui sont payantes, et les architectes qui se demandent si les communes ont intérêt à avoir recours à ces missions, ces prestations payantes, si c'est pas vu comme un peu une mission de renfort au service déjà en place. Alors je pense qu'il n'y a jamais assez de conseils auprès des communes et que de toute façon c'est parfait, qu'il y ait une offre supplémentaire. Mais est-ce que vous avez une réponse, peut-être Mathilde par exemple, est-ce que tu as une réponse de terrain sur le fait qu'il y a cette prestation payante alors qu'il y en a déjà eu une possible pour tous les départements qui ont des CAUE, quasiment tous je crois. Comment ça se passe sur le terrain? Oui, alors, donc moi, j'ai été recommandée par un architecte des bâtiments de France qui savait que un maire avait un projet politique assez global. Et alors pour tout vous dire, j'ai fait une note d'intention que j'ai transmise au maire et voilà, j'ai été retenue comme ça. Donc, bon, ça s'est passé comme ça. Ok. Attends, oui, peut-être Anne peut répondre. Oui, par rapport à aux deux offres, en fait, simplement les élus peuvent aussi avoir le choix entre deux offres qui n'ont pas finalement le même modèle économique. L'offre des CAUE, donc voilà, c'est une offre de service public avec à la fois de par le financement et de par la posture, donc plus que le fait de rentrer plus dans le détail ou moins, mais c'est plutôt la posture qui est proposée. Et puis après une offre proposée par le CNOA ce soir. Voilà, c'est vraiment les élus qui ont ce choix-là entre deux offres différentes. Peut-être, Julien, aussi, deux points par rapport à ce qu'évoquait Mathilde. Et à ton questionnement, la question là, sur les prestations payantes ou pas. On a fait aussi ces modèles-là pour sécuriser et bien contractualiser parfois des conseils qui étaient donnés. Alors, gratuitement, c'est même pas une simple question de sous, mais tu as fait une opération de maîtrise d'œuvre pour une commune et puis la maire ou le maire te rappelle un petit peu après, te demande une petite question sur un bâtiment et puis toi, il n'y a pas de raison que tu n'y répondes pas. Et puis, il y a peut-être des petits enjeux de responsabilité là-dedans. Il y a peut-être des difficultés qui vont se profiler à la suite de la réponse que tu as donnée. Donc, il y a quand même la volonté aussi de contractualiser, même si ça peut paraître un petit peu rigide comme ça, et finalement contractualiser toute relation entre un maire et un architecte, c'est pas l'objectif recherché, mais il y avait aussi la volonté quand même de mettre, non pas un bémol, mais de rationaliser un peu le conseil gratuit auprès des collectivités. Alors, moi, pour répondre aussi à la question de comment savoir si une commune a besoin de conseils, moi j'ai un petit peu envie de dire comme ça, a priori toutes, mais elles le savent pas forcément. Et on voit bien, et le témoignage de Mathilde ou le témoignage d'Anne dit aussi que souvent les maires qui viennent chercher du conseil, c'est des maires qui ont un projet à porter, c'est des maires qui sont en demande, et c'est là où toute la force du réseau, comme tu exposais Mathilde tout à l'heure, est importante, c'est-à-dire savoir un petit peu quel est l'architecte conseil de l'État sur son territoire, qui a connaissance, lui, des projets, des maires qui sont en appétence de ce besoin d'accompagnement pour aussi vous faire connaître et dire votre envie de faire. Et aussi comment on aborde un CAUE. Moi, j'ai fait du conseil pour un CAUE dans ma région. Et je suis juste allée me présenter au CAUE parce que je pensais qu'on allait me confier des missions de maîtrise d'œuvre. Et finalement, on m'a dit tiens, on a besoin de conseillers. Est-ce que tu veux bien faire partie de l'équipe des conseillers? Donc là aussi, c'était aussi une démarche personnelle de ma part d'identifier aussi moi mon envie et mon appétence d'aller sur ces sujets. Donc je pense aussi que c'est à vous de vous mobiliser. Peut-être Hervé. Oui, juste un point par rapport à ça. C'est sûr qu'un point dont je n'ai pas parlé, c'est le temps d'intervention des architectes conseils de l'État, c'est 2 jours par mois en général, ou 4 semaines quand on est en outre-mer. Donc c'est un temps assez réduit pour un grand nombre de questions. Donc c'est certain que ce serait intéressant d'avoir des relais au niveau de chaque commune, notamment pour pouvoir
apporter les avis qu'on peut donner. C'est ça. Je pense aussi que ce qui est important dans la question du conseil, c'est cette question de réseau. Il y a des structures publiques, il y a des gens qui veulent faire du conseil, il y a des ABF. On peut aussi tous se parler, échanger sur des sujets précis d'une commune, chacun dans sa posture, et qu'il n'y a pas de concurrence. En tout cas, c'est le message nous qu'on veut faire passer, et c'est aussi pour ça qu'on est très content que Anne et Hervé soient là. C'est pour bien montrer que on est tous architectes et qu'on œuvre tous dans l'intérêt public de la qualité architecturale. Donc ça, c'est important aussi de se le dire. Juste un petit point en complément aussi, les architectes conseils de l'État forment un corps qui se réunit chaque année et traite un certain nombre de questions collectivement. Et c'est cette dimension collective, justement, elle est vraiment très, très importante pour diffuser un peu des pratiques, aussi des connaissances. Merci beaucoup. Et alors, dans cette relation avec les élus, un internaute nous demande le niveau d'indépendance des architectes par rapport aux élus. Je crois deviner derrière sa question que quand on est architecte d'un CAUE et qu'on intervient gratuitement, on peut dire ce que le maire n'a pas forcément envie d'entendre et qu'il se pose probablement la question. Dans le cadre de Mathilde ou d'un ou une architecte qui intervient dans une prestation de ce type, est-ce qu'on arrive à dire ce que le maire n'a pas forcément envie d'entendre ? Il faut pouvoir le faire. Il faut être capable de s'opposer parfois à l'avis du maire. Parce que le travail de maire, c'est pas facile. Hein. Parfois, il y a des familiarités. Il y a le dentiste ou le médecin du village qui a besoin de construire une maison. En fait, si le projet ne correspond pas au cahier des charges, au même titre que pour tout autre projet, il faut être en mesure de faire des prescriptions, pas forcément de s'opposer, sauf si c'est vraiment nécessaire, mais de faire des prescriptions au même titre que pour tout autre projet. Comme dans un projet d'architecture actuel où on a souvent ce genre de situation, bien sûr. Mais ce que tu peux dire aussi, Mathilde, c'est que justement, parfois, tu peux être un relais aussi, permettre, toi, dire non pour permettre au maire de botter en touche vis-à-vis de ses électeurs. C'est aussi... Oui, on est aussi là comme garde-fou. Mais d'où l'importance de se positionner, parce que les maires... Alors, il y a des maires qui ont des projets, il y a des maires qui n'en ont pas. Et l'architecte conseil est là pour émettre des avis et sans profondeur. Bon, c'est moins intéressant dans ce type de situation, mais on peut en tirer parti de toute façon, on pourra toujours améliorer les choses. Voilà, mais il faut prendre position. Un petit point, merci beaucoup. Un petit point juridique sur la contractualisation, même plusieurs. On nous demande la durée d'un accord cadre. À mon avis, c'est pas encadré la durée. Alors c'est au maximum 4 ans. Après, la commune ventile cette durée, soit pour 4 ans globalement, soit 4 fois 1 an, soit simplement 2 ans. Soit 1 an. Voilà, il y a juste un plafond de 4 ans à pas dépasser. Nous, dans le modèle, c'est 2 fois 2 ans. Et le plafond du gré à gré, c'est sur la totalité de l'accord cadre, et c'est annuel ou autre. Non. Le montant estimé d'un marché se calcule sur sa durée initiale, reconduction éventuelle comprise. Donc c'est pas 40 000 euros plus 40 000 euros plus 40 000 euros plus 40 000 euros. C'est bien 40 000 euros hors taxe sur 4 ans. L'intérêt de ces 4 ans et la façon dont nous on l'a construit, c'est que c'est pas très loin non plus des 5 ans d'une mandature municipale. On voit bien quand même ce que dit Mathilde, c'est que l'architecte qui intervient en conseil, il est dans une certaine proximité avec l'élu, et donc du coup s'inscrire dans le tempo municipal, c'est pas non plus complètement absurde. Une question, je crois qu'on l'a abordé, on a déontologiquement un devoir de conseil obligatoire. Du coup, un architecte se demande s'il n'est pas déjà en obligation de fournir de toute façon ce devoir de conseil gratuitement, et si ça vient prendre la place. Enfin voilà, je ne crois pas qu'il y ait de problème avec ça, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu ? Encore faut-il qu'il soit missionné. C'est son obligation de conseil, c'est dans le cadre d'une mission. Donc à partir du moment où tu n'es pas missionné, tu n'as aucune obligation. D'où l'intérêt d'être missionné et d'avoir un contrat. Voilà, c'est vraiment aussi l'un des intérêts majeurs de la contractualisation dans la profession d'architecte, c'est qu'on a ce devoir de conseil, donc
on sait qu'il est quand même assez extensible, déjà dans le périmètre de la mission. Donc quand ce devoir de conseil, il n'est pas encadré, voilà, on ne sait pas vraiment le maîtriser derrière. Donc le mieux, c'est vraiment de pouvoir délimiter un périmètre de la mission assez clairement, de sorte à s'éviter de potentielles responsabilités. J'ai vu passer des questions, est-ce qu'on n'est pas déjà AMO, maître d'œuvre ? Voilà, l'intérêt aussi de ces documents-là, c'est de faire vraiment une distinction très claire sur ce type de prestations en les sortant de la maîtrise d'œuvre, que ce soit sur l'accord cadre ou sur le modèle de marché plan guide. À 2 ou 3 occurrences, on fait vraiment cette distinction, y compris d'ailleurs pour que le donneur d'ordre, la commune, ne se méprenne pas derrière en cas de difficulté sur le contrat et ses aspects de responsabilité. Moi, justement, cette question de la posture du conseil, moi j'aimerais bien entendre et Anne et Hervé, parce que effectivement, quand on fait du conseil, on fait pas de maîtrise d'œuvre, et ça c'est hyper important de bien comprendre ça. Et on n'est pas là non plus pour mettre du rouge sur les plans des copains, quoi. Donc, je sais pas si Anne, tu peux nous en parler un peu, et après Hervé peut-être. Cette posture de conseil, en effet, elle est là vraiment avec cette neutralité, avec le fait qu'on n'ait pas d'intérêt dans l'affaire, en fait, c'est un peu ça. Donc on peut se permettre d'aller très très loin. Je l'évoquais tout à l'heure très brièvement, mais une commune qui vient nous solliciter sur un projet, et ça m'est arrivé puisque j'étais architecte conseil pour le CAE avant d'en être la directrice, et ce projet paraissait pas pertinent par sa localisation, etc. Et c'est beaucoup plus facile à dire, et je pense à entendre également pour l'élu qui sait que de toute façon derrière il n'y a pas de rapport économique, marchand, etc. On peut se permettre de le dire et de dire regardons ensemble peut-être les autres opportunités, travaillons sur ce que vous avez déjà, etc. Et cette présence sur le long terme aussi, puisque les CAE sont là sur la continuité, le mandat, plusieurs mandats, etc. Ça permet aussi d'avoir cette facilité d'avoir un peu l'histoire de la commune, et puis de tisser justement ce regard complètement neutre, sans intérêt. Et après, l'idée, c'est qu'effectivement, c'est d'amener l'élu à avancer dans son projet. Dans le Pas-de-Calais, une enquête a été faite. 30% des élus disaient avoir abandonné un projet parce qu'ils n'arrivaient pas à le concrétiser. Il y avait une idée, mais ils n'arrivaient pas à le concrétiser. Et là, la place du CAE, elle était vraiment très importante pour justement aider les élus à réfléchir, à mettre tout le monde autour de la table, avoir un regard transversal, tous les éléments qui font le conseil CAE, et après, de se construire, d'être armé pour aller justement chercher. Alors, en l'occurrence, on arrive dans les missions de maîtrise d'œuvre ou alors d'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais au moins d'aller jusqu'au bout du projet. Et on a vu une différence dans la continuité des projets. Et c'est ça la mission, forcément, que l'on partage, c'est faire en sorte que des projets se mettent en place et qu'ils soient de qualité. Oui, ce que ça m'évoque, c'est le lien à la pédagogie. Parce qu'en fait, je pense qu'on a un rôle de pédagogue, évidemment pas dans le sens de donneur de leçons, mais dans le sens problématisation des projets. C'est-à-dire qu'à partir, et c'est en ça que d'ailleurs il y a beaucoup d'architectes conseils de l'État qui sont aussi enseignants, où c'est dans ce sens où la question c'est le projet, son développement, les éléments et c'est pour ça que intervenir le plus tôt possible, comme on disait tout à l'heure, c'est le plus favorable, parce que c'est ce qui va permettre aux choses de se développer sans on y participe directement, mais peut-être en y contribuant par des intentions, de la pertinence d'une remarque, d'une direction, une remarque sur le paysage, enfin bref, tout ce qui est notre compétence. En fait, moi, j'avais un peu l'impression d'être comme un interprète. C'est-à-dire que de sortir de ma mission de maître d'œuvre et de dessin, c'est-à-dire que quand je faisais du conseil, surtout, je ne dessinais pas, c'est hyper important, et d'être l'interprète du dessin de quelqu'un d'autre, d'essayer d'aider la personne que je conseillais à comprendre pourquoi cette chose va bien, cette chose va pas bien, pourquoi quand on dessine une maison, c'est mieux effectivement que les fenêtres soient plutôt alignées, pourquoi rentrer par là c'est plus simple ou c'est plus intéressant urbainement. Donc c'est cette question de pédagogie et de décryptage, d'amener à bien formuler la question
Et quand la question est bien formulée, c'est plus facile d'y répondre. Donc c'était un petit peu cette question, et c'est clairement, moi j'avais des moments où faut être deux cerveaux. Hein. C'est là je vous parle comme conseiller, et là je vous parle comme concepteur, ce qui n'est pas du tout la même chose. On a 4 ou 5 questions sur les limites ou les combinaisons possibles entre l'architecte conseil ou les architectes conseils dont on est en train de parler, les architectes de la ville, salariés des communes, les AMO, les programmistes et peut-être d'autres que j'oublie. Est-ce que quelqu'un sait nous faire un résumé simple pour ceux qui n'ont pas forcément compris où s'arrête l'un et où commence l'autre de tous ces acteurs? Moi, je veux bien le faire sur la maîtrise d'œuvre. À partir du moment où on rentre vraiment dans le démarrage de la programmation d'une opération, là, on s'arrête sur cette mission en amont de conseil. La programmation qui va consister à déterminer les contraintes, les besoins, les attentes, déjà un début d'insertion de l'ouvrage dans l'environnement, et bien entendu après la réponse à ce programme-là, programme maîtrise d'œuvre, programme, conception, direction de l'exécution des travaux. Voilà, ça c'est vraiment à scinder de toutes ces prestations en amont du conseil sur des études de FESA, de capacité préopérationnelle ou vraiment sur des éléments de diagnostic très très en amont d'une opération de travaux. Voilà le critère juridique qui peut faire l'objet peut-être d'un autre webinaire. Voilà, sur les rôles, je laisse peut-être intervenir Hervé, Laurence. C'est assez simple, hein, de la MO. Je sais pas comment. Le conseil, c'est une demande d'une collectivité où vous intervenez pour une institution, voilà. L'AMO, c'est un peu plus comme le plan guide, c'est une commande, ça a un début, ça a une fin, c'est une mission en soi, c'est un peu moins au long cours, c'est un peu moins en profondeur et dans l'intimité, comme tu le disais, c'est un objet précis. Et puis, je pense qu'il y a une part de conseil dans l'AMO et il y a une part d'AMO dans le conseil. Il faut aussi un petit peu pas trop se cacher derrière les mots non plus. Peut-être que le propre du conseil que l'on porte avec les CAE, c'est de poser des questions qui vont avoir avec l'architecture, l'urbanisme, le plus tôt possible. Et c'est peut-être ça qui va permettre ensuite d'en prendre question et d'en prendre conscience plutôt et de bien développer le processus de projet. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question, un dernier sujet qui a été évoqué plusieurs fois. Après, il faudra qu'on s'arrête parce que l'heure arrive. Un architecte devient architecte conseil de sa commune. Il ne va donc plus travailler dans sa commune en tant qu'architecte. Quelles sont les limites de ça? On en a un tout petit peu parlé en aparté avant de démarrer. On nous pose la question plusieurs fois. Alors pour les CAUE ou les ACE, je pense qu'il n'y a pas forcément... Enfin, vous pouvez répondre brièvement, mais la situation est très simple. Dans le cas d'une commune, on va juste travailler dans la commune d'à côté en tant qu'architecte. Comment ça se passe? Qui commence? Vraiment en une minute, le sujet est compliqué à synthétiser. En gros, deux éléments. Du côté du droit de la commande publique, il n'est pas interdit à un prestataire qui a réalisé des études préalables de postuler à une commande pour des opérations de maîtrise d'œuvre par la suite. Ça se fait quand même sous certaines conditions. Donc, il faut que d'un côté, du côté du maître d'ouvrage public et de l'autre, celui qui va répondre, on ait bien conscience de ça et qu'on remplisse les conditions pour pouvoir le faire. Et puis, l'autre point, c'est la déontologie, puisque le code de déontologie vous interdit à la fois d'être juge et partie, en tout cas des situations dans lesquelles vous êtes juge et partie, et un troisième champ sur le conflit d'intérêts. Donc, c'est des éléments qu'il faut manier, mais en bonne intelligence sur ce type de prestation, on arrive à le faire coïncider. Là, j'ai envie de dire que c'est vraiment au maire, à la commune, de vraiment placer le curseur sur ces questions d'interaction entre les différentes prestations. Mais rien n'est insoluble juridiquement, en tout cas. Ok. Au niveau des CAE? Oui, pour les CAE, c'est assez clair. Et effectivement, pour garantir cette posture et cette neutralité, les architectes conseils, les paysagistes, concepteurs conseils, les urbanistes, tous ces métiers ne peuvent pas exercer de maîtrise d'œuvre dans le territoire de leur CAE. Voilà.
Pour les architectes conseils de l'État, c'est un peu différent parce qu'effectivement, on travaille à différentes échelles. Donc, à l'échelle départementale, c'est la même règle. Mais on se questionne actuellement, puisqu'on intervient maintenant à l'échelle régionale, et que c'est une contrainte qui est beaucoup plus lourde, à lever cette demande. Et évidemment, quand on travaille à l'échelle nationale, c'est de fait dans les services centraux, on n'a pas de contrainte. D'accord. Voilà. Oui. Mathilde? À moi, à titre personnel, j'ai jamais construit ni déposé de permis dans les communes où j'ai exercé ces missions, mais ça n'a pas posé de problème. Je travaillais juste à côté. Dans la commune d'à côté. Les distances sont pas là. C'est pas problématique. Ici, c'est pas du tout la même chose avec C'est ça. Une grande région, par exemple, où on pourrait quasiment plus travailler. Ouais. Merci beaucoup. Je dois vous dire qu'on s'arrête là parce qu'on a légèrement dépassé l'horaire. Sujet passionnant. On aurait pu continuer longuement. Je rappelle qu'on va continuer à répondre aux questions qui nous sont posées, en tout cas les principales, et que vous aurez tout ça sur le site de l'Ordre dans quelques jours, notamment le replay qui arrive à la fin de la semaine sur la page d'accueil du site architecte.org. On se retrouve donc le mois prochain. Je n'ai pas posé la question du rôle des ABF dans Un maire, un architecte, parce que le mois prochain, le webinaire est sur les ABF, et donc on pourra en discuter avec les ABF, et donc on pourra en discuter avec eux. Merci à toutes et à tous d'être encore nombreux ce soir avec nous, et à bientôt à la prochaine, et merci à vous 5. Merci. Merci.